Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce premier webinaire de Zeta autour du monde de l'assurance. Aujourd'hui, le thème c'est tirer parti de la data pour augmenter vos performances digitales et nous avons du coup l'honneur d'avoir Antoine Vintrebert de Massif avec nous. Avant de commencer, je vous propose de brièvement évoquer le déroulement. Alors en fait, ce webinaire est enregistré. Nous vous enverrons donc par la suite l'enregistrement par mail ainsi que la présentation de ce webinaire. Si vous avez des questions ou autres sur votre droite, normalement dans la fenêtre chat, vous pouvez directement nous poser l'ensemble de vos questions. Alexandra s'occupera en fait de coordonner les questions. On essaiera un maximum d'y répondre au compte-gouttes ou soit on évoquera à la fin de chaque partie les questions pour essayer d'y répondre le mieux possible. Voilà. Et en plus de ça, voilà, si vous avez des questions autres, vous avez mes coordonnées. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que tout le monde va bien. On est très content d'avoir autant de personnes avec nous aujourd'hui pour ce webinaire. Du coup, comme je le disais, nous avons du coup la chance d'avoir Antoine Vintrebert qui est responsable marketing digital chez Massif avec nous. Je vais laisser Bonjour à Antoine tous. se présenter brièvement. Oui, donc je suis responsable marketing digital comme tu l'as dit. Je suis en charge de l'acquisition pour les canaux digitaux du groupe Massif et j'ai en charge aussi l'animation éditoriale, la conversion sur le site. Voilà. Voilà. Ainsi que Florian Groufal. Bonjour, Florent Gouffal, je suis responsable Europe pour Zeta et Global. Alors, j'ai rejoint Zeta il y a 10 ans. Alors, j'ai rejoint Ignition One pour lancer l'activité en France et en Europe du Sud. Et on a rejoint avec Félix la famille Zeta suite à l'acquisition d'Ignition One par Zeta Global il y a environ un an. Parfait. Et donc, du coup, moi, c'est Félix Fischer. Ça fait 4 ans que je suis chez Ignition One, maintenant Zeta. Je suis commercial et principalement expert sur les secteurs banque, finance, assurance. Voilà. Pour commencer, donc du coup, un petit agenda. On va, au travers du coup de ce webinaire, on va traverser un petit peu les actualités propres au secteur de l'assurance. On évoquera également quelques chiffres clés, quelques tendances qui ressortent, une évolution également des comportements. On évoquera également notre vision et également notre capacité à répondre aux problématiques qu'on a pu observer chez les annonceurs dans l'assurance. Et enfin, on évoquera également la collaboration qu'on a avec Massif depuis maintenant un an et Antoine partagera ses retours et également les performances Mes plus des grands différents. secrets. Voilà, la recette magique, exactement. Du coup, rapidement, un cadre, je pense que c'est important de le rappeler. L'assurance, c'est clairement un secteur qui se transforme. Pour nous, c'était important également d'évoquer un peu le cadre juridique qui impacte ce secteur. Notamment, on peut parler de la RGPD. Bon, la RGPD concerne bien sûr l'ensemble des secteurs, concerne l'Europe à part entière, mais ça a également, on va dire, impacté le secteur de l'assurance, notamment sur la partie traitement des données. Il y a également d'autres normes qui ont été mises en place, telles que la directive sur la distribution d'assurance, et notamment Antoine évoquera un petit peu le sujet, il Oui, nous donnera son retour, tu maîtrises ça ainsi sur le bout des qu'également doigts, Félix. Chouette. exactement, ainsi qu'également la loi l'homme d'orientation qui impacte également le secteur. Il y a également d'autres lois qui impactent le secteur, telles que la résiliation infra-annuelle pour le secteur plus de la santé. En Auparavant, il y fait, avait également. on aurait pu faire, Félix, une liste vraiment ouverte parce que régulièrement, le législateur nous apporte quelques petites contraintes parce qu'il pense que c'est trop facile pour nous. Voilà, donc la loi l'homme, effectivement, le reste à charge zéro, c'est tout récent. La résiliation infra-annuelle en santé qui arrive à la fin de l'année. La RGPD, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui traverse l'ensemble de nos pratiques relationnelles avec les sociétaires. Et donc, on a à chaque fois à considérer ça, non pas comme une contrainte, mais comme une chance de, re- de repeigner toutes nos habitudes et de trouver les opportunités dans ces contraintes. Exactement. Et quand on parle notamment d'opportunités, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'a jamais été aussi simple potentiellement de résilier une offre
dans l'assurance, mais également dans l'autre sens, également de pouvoir s'inscrire et également du coup convertir et souscrire une offre dans l'assurance. Un point qui est également important, c'est l'arrivée des nouveaux acteurs qu'on va appeler notamment les assurtech ou les néo-assurances, notamment avec des acteurs tels que Alan, Luco, Lemonade récemment des États-Unis, qui sont en fait on peut comparer vraiment à des pure players où tout simplement on est un peu sur du tout faire par soi-même et on va avoir justement peut-être un côté humain qui fait un peu la force dans le secteur de l'assurance, qui va être peut-être un peu mis de côté parce qu'il va être un peu plus compliqué en fait d'avoir un téléconseiller au téléphone ou même de se rendre tout simplement dans une agence avec pignon sur eux. Donc là aussi, c'est un challenge qui est récurrent. On a eu les banques assureurs, il y a les courtiers, il y a les comparateurs. À chaque fois, le monde de l'assurance est challengé par des nouveaux acteurs. Donc là, il y a un angle InsurTech parce que c'est ça dont on parle en ce moment. On a toujours peur que les GAFA se lancent sur ce marché-là aussi. Et à chaque fois qu'on entend une petite initiative, on se dit ne restons pas trop sur nos lauriers et faisons attention à notre relation client. Exactement. Et enfin, bien sûr, un contexte qui est particulier, qui impacte bien sûr toute l'économie française au global, mais d'un point de vue lié au secteur de l'assurance, on peut voir que voilà, il y a une zoomification de l'activité. Ça concerne également d'autres secteurs, mais les gens ont dû apprendre en fait à corréler à la fois vie privée et vie professionnelle. Pouvoir justement, on peut appeler de zoomification parce qu'il a fallu vraiment alterner les meetings à la maison, savoir coordonner au mieux dans un contexte aussi particulier. Bien sûr, d'un point de vue un peu plus économique, on remarque une forte baisse de l'activité et un impact global sur les souscriptions. Et on peut aussi dire que voilà, le rôle des assureurs a quelque peu évolué pendant la période de Covid, parce qu'on est vraiment plus sur une logique de pas forcément de conseil, mais plus dans une logique où il faut rassurer en fait ces sociétaires. Il faut vraiment pouvoir répondre à leurs différentes problématiques, et c'est dans ce cadre-là également que les assureurs ont dû évoluer. Complètement, Félix. Donc la zoomification, pour nous, on la voit dans la digitalisation vraiment plus forte des échanges depuis le déconfinement, hein. Donc on a un poids des agences qui est moins fort par rapport au téléphone et au digital. Et puis effectivement, les clients nous demandent beaucoup plus aux assureurs qu'ils nous demandaient avant parce que ils voient bien que on on souffre pas autant que d'autres secteurs comme le tourisme, le transport, etc. Et ils nous demandent de la solidarité. Donc voilà, nous, à la Massif, on considère cette demande en mettant beaucoup de dispositifs de solidarité, de soutien de nos sociétaires en place dans cette période qui est difficile. Donc voilà, donc en plus un cadre juridique qui se durcit, l'arrivée de nouveaux acteurs et également un contexte particulier et tout simplement inédit, on peut observer également une évolution des comportements depuis quelques années, notamment sur le digital. On peut voir notamment, et ça c'est une source en fait qui sort de l'InsurTech Business Week l'année dernière, on peut voir en fait que la durée du parcours d'achat dans l'assurance augmente depuis 2014. Il est passé de 18,4 jours à environ 17 jours en 2014, ce qui signifie que les gens réalisent plus de visites, prennent plus le temps avant potentiellement de convertir chez un assureur. On peut voir également bien sûr que les comparateurs prennent de plus en plus de place, qu'on est vraiment dans une logique où il faut pouvoir vraiment essayer de capter et pouvoir notamment s'adapter au comportement des différents mobinautes et internautes. On peut voir également que le nombre de sites a également fortement augmenté en termes de visites. En 2014, on en comptait environ 2,8 et aujourd'hui, on vacille entre 2,8 sites visités avant une conversion pour 3 sur le mobile. Donc, on peut clairement voir que la place du mobile prend de plus en plus tout simplement d'importance dans le parcours et dans la prise de décision des différents prospects dans l'assurance.
Voilà, et en plus de ça, quasiment 40% des internautes disent régulièrement utiliser soit une tablette, soit potentiellement un smartphone ou soit également un desktop avant de convertir directement. Donc voilà, il faut pouvoir également s'adapter et pouvoir proposer une offre toujours plus adaptée d'un point de vue mobile. Au travers de ça, ce qu'on peut voir, et ce qui rejoint un petit peu Antoine et notamment la crise qu'on a évoquée liée au coronavirus, on peut voir en fait que le contact humain et notamment le fait d'avoir un téléconseiller prend toujours plus de place dans le choix des futurs adhérents. Au travers de ça, donc ça c'est une étude de l'Observatoire du service client qui identifie en fait les canaux favoris des Français pour contacter leur service client dans l'assurance. Dans un premier temps, il s'agit donc du téléphone à 55%, puis de l'email, puis du site web à 42%. Donc, ce qu'on va appeler le site web, là, c'est la fenêtre de chat. Et un des canaux très privilégiés qui marche très, très bien, et on va le voir par la suite dans le secteur de l'assurance, c'est le callback. Qu'est-ce que c'est le callback? C'est en fait un canal qui permet, en fait, lorsque la personne laisse son numéro de téléphone, puisse être rappelée quand elle le souhaite ou directement en temps réel par un téléconseiller pour être accompagné en fait dans sa prise de décision avant tout simplement de se décider. Donc on peut voir que c'est un canal à la fois qui apporte beaucoup de confiance, mais également de satisfaction. Pourquoi? Parce qu'on met vraiment une fois de plus l'humain au centre de sa prise de décision. Au travers de tout ça, il y a vraiment une relation client qui évolue. Donc historiquement, il y a 20 ans, le seul moyen en fait de communiquer avec ses clients, c'était soit par voie postale, par téléphone ou en magasin. Donc ça paraît un peu désuète, mais c'était quand même la réalité il y a 20 ans. Ensuite, il y a eu une évolution qui est liée, on va dire, au multicanal, qui est la capacité de pouvoir contacter en fait quand on est client ou quand on est potentiellement prospect, une marque via différents canaux. Mais la limite de ça, ça va être en fait vraiment l'indépendance des canaux. Il n'y a aucune communication entre les canaux. Ensuite, l'évolution assez logique, c'est le cross-canal. Donc, c'est le fait de pouvoir vraiment contacter la marque sous la forme de différents canaux. Et enfin, le Graal, ce qu'on va appeler vraiment l'omnicanal, qui permet en fait de fusionner différents canaux pour unifier l'expérience client. Donc là, on va vraiment parler d'expérience client. L'objectif, c'est vraiment de mettre en fait au centre le client ou le prospect dans sa prise de décision, dans une logique vraiment unifiée et de s'appuyer sur les différents canaux et leur diversité pour proposer réactivité et proximité. Un exemple, notamment, on peut parler par exemple des magasins connectés avec, du coup, on va pouvoir additionner à la fois magasins connectés, smartphones, offres personnalisées pour pouvoir justement garantir encore plus de réassurance et de proximité auprès de ses clients. Mais justement, cette notion d'omnicanalité, quand on voit les différents canaux qui sont disponibles depuis un site d'un assureur, les acteurs du secteur dans l'assurance ont clairement été précurseurs et l'ont bien compris. Une étude nous le montre, qui est assez récente, qui a été en fait menée par Kantar et Bearing Point, qui identifie en fait les différents champions de l'expérience client et de la relation client. Donc, on retrouve en fait le service public, les entreprises de services et le transport un petit peu en bas de ce classement et dans cette notation. On retrouve la grande distribution, le service e-commerce et les banques au milieu. Et le grand champion au travers de tout ça, ce sont l'assurance qui propose. Et c'est vrai que quand on compare le nombre de canaux qui sont à la disposition des adhérents ou des prospects, on comprend vraiment la volonté vraiment d'être joignable et d'être disponible pour ces adhérents, encore plus en temps de crise. Voilà. Petite question, et ce sera du coup un peu à l'audience de participer. Et on aimerait bien avoir votre avis tout simplement. Voilà, aujourd'hui, combien de Français, d'après vous, sont prêts à partager leurs données personnelles avec leur assureur dans le cadre de la relation client?
Donc, dans ce cas, en fait, on vous propose un petit sondage et on commentera les résultats. C'est à vous de répondre. Encore quelques secondes. Tambour. Tambour. Suspense. Oui, insoutenable. Et la réponse est Et il semblerait, du coup, d'après Alexandra, que la réponse est 75%. c'est partagé. Alors, non, c'est partagé. Alors, du coup, on a une égalité entre 41% et 75%. Et bah, du Je coup, crois que alors, c'est 17% qui l'emporte là, quand je vois le oui, non, truc. en Mais effet, c'est merci. un tiers, un tiers, un tiers. Oui, c'est Bon, un vous tiers, savez un tiers, un tiers. Mais il semblerait que 17% ait remporté la majorité. Or, d'après en fait cette étude de Deloitte, il s'avère en fait que c'est 75% des Français qui sont prêts en fait à partager leurs données pour pouvoir justement proposer une expérience la plus personnalisée possible. Voilà. Donc du coup, je vais passer maintenant la main à Florian Groufal. Oui. Alors, je voulais juste partager rapidement des tendances qu'on a observées dans le Zeta Data Cloud. Alors, en résumé, je passais trop de temps, Zeta Data Cloud nous permet d'agréger différents types de données, que ce soit de la donnée first party ou third party ou publisher. Et là, dans ce cas-là, on a anonymisé et analysé toutes les données sur nos clients assurances. Alors, ce qui est intéressant depuis le début de l'année, ce qui est intéressant, c'est de voir la tendance en termes de visites. Donc, clairement, une baisse des visites dans le secteur assurance aux alentours de 25%. Mais après, une hausse de 10-20% suite à partir du mois de juin, enfin, sur les 3-4 derniers mois. Et peut-être la tendance la plus intéressante, c'est l'engagement qui est observé. Là, on a vu quasiment un engagement qui a fait x2 pendant le confinement. Donc, ce qu'on appelle nous engagement, c'est vraiment l'engagement du visiteur sur des sites clients. Donc ça, c'est plutôt intéressant, même si ça commence à baisser et à revenir, on va dire, à la normale par rapport au mois de janvier. Et on voit clairement, en termes de conversion, une forte baisse. On a observé environ moins 25% du taux de baisse du taux de conversion, mais à la hausse, là, les derniers 3 mois, plus 20, plus 30% sur le taux de conversion. Alors après, conversion, on ne travaille pas avec tous les clients dans le secteur assurance. Donc après, vous allez probablement voir des tendances légèrement différentes en fonction du type de produit d'assurance. Alors, je voulais aussi partager un peu ce qu'on a observé en tant que besoin des annonceurs, donc en tant que fournisseur de solutions digitales. Ce que nous demandent le plus les annonceurs, c'est de pouvoir agréger tous différents types de données, que ce soit de la donnée first party data, donc de la donnée comportementale sur le site, de la donnée CRM ou PRM, et aussi pouvoir agréger de la donnée third party ou différentes données de publisher et de matcher ces données avec la donnée first party pour observer des tendances et pour améliorer l'activation. Alors aujourd'hui, on va rentrer un peu plus dans le détail avec Antoine de Massif sur comment on a agrégé cette partie first party data comportementale sur site. C'était une première étape avec Massif. Donc l'idée, une fois d'avoir agrégé toutes ces données, c'est de pouvoir appliquer de l'intelligence artificielle, du scoring et utiliser ces données sur l'ensemble des canaux, alors que ce soit sur médias, tout ce qui est prospection et retargeting, donc programmatique, search et social, et que ce soit sur le site ou via le call center. Donc aujourd'hui, on va se focaliser sur cette partie-là, comment on a utilisé ces données et ces données scorées afin d'améliorer l'expérience client sur le site et booster la conversion sur le site ou via le call center. On pourra aussi utiliser ces données sur l'email. Alors, je vais rentrer un peu plus en détail sur
sur ce qu'on entend par intelligence artificielle et vous faire une petite démo en 1 minute de notre scoring comportemental. Donc, c'est ce qu'on a mis en place pour Massif. Là, pour des raisons de confidentialité, je vais prendre un compte dans l'assurance, mais qui est anonymisé. Hop. Alors, donc là, on est en temps réel sur un des comptes donc démo. On va attendre que ça load. Hop. Un truc le plus grand. Pas d'effet démo, ça marche, super. Ça marche toujours, ou presque. Mais là, les aléas du direct, il n'y en a pas. Là, on est sur ce. Il y a 371 visiteurs qui sont connectés en ce moment même. Donc là, chaque bulle que vous voyez, c'est un visiteur qui est sur le site. Vous allez voir chaque bulle, chaque visiteur bouger sous 2 dimensions. La première dimension, c'est la dimension horizontale, qui est en fait les catégories d'intérêt. Donc ça, c'est quelque chose qui est personnalisable en fonction de chaque site et qui est principalement fait en fonction des URL du site ou des événements de tracking. Donc là, on a les différents produits financiers d'assurance pour ce client. Donc des bulles vont bouger de gauche à droite ou de droite à gauche, c'est que l'intérêt de catégorie change en temps réel. Le deuxième axe, la deuxième dimension, c'est la dimension verticale, qui est ce qu'on appelle l'engagement du visiteur sur le site. Donc, on vous présenter une slide là, qui parlait d'engagement. Ce qu'on entend en fait par engagement, on va calculer la propension à effectuer une action sur le site, donc une conversion, une demande de rappel, etc., etc. Donc, plus la bulle descend, plus elle grossit, plus l'engagement du visiteur augmente, plus sa propension augmente. Donc, si on clique sur un visiteur, on a accès à la fiche de ce profil, juste pour vous montrer rapidement tous les types de données qu'on va collecter et analyser, scorer. Donc, tout d'abord, on va faire la distinction entre prospect et client reconnu en base CRM ou PRM. Donc là, dans ce cas-là, on est sur un prospect parce qu'il n'a pas converti ou on n'a pas identifié via le CRM. Et c'est un prospect chaud car on lui a donné un score de 609. Derrière ce score, c'est un algorithme de type RFM. Donc, on analyse une cinquantaine de facteurs sur la base algorithmique RFM, donc récence des visites, fréquence des visites et monétaire, qui est en fait le poids des pages. Si je suis sur une page d'accueil, je n'ai pas le même poids que sur une page produit ou dans un funnel de conversion. Là, l'idée, c'est vraiment d'analyser tous ces facteurs en temps réel pour donner à chaque individu, à chaque profil, un score de propension à la conversion. Et en plus de son appétence qui est scorée, on va aussi scorer les intérêts, les catégories d'intérêt de ce profil. Donc là, par exemple, il est sur une catégorie retirement, mais voilà, il sait aussi accéder à la page My Account et à d'autres catégories. Donc là, on a vraiment un scoring de l'ensemble des catégories du visiteur sur le site. Et ce scoring d'appétence et d'intérêt, il est effectué sur l'ensemble des sessions qu'a réalisé l'internaute. Dans ce cas-là, sur le profil, par exemple, il a fait 8 visites. Alors, on pourrait aller en détail dans les 8 visites, je vais vous épargner ça, mais en fait, son score, il commence à 0, bien évidemment. Il évolue en fonction de l'engagement de chaque visite. Il peut aussi baisser entre chaque visite. Ça, c'est un élément important. En fonction du temps de déconnexion sur le site, son score peut potentiellement baisser. Donc, en fait, on va vous montrer après comment on a utilisé ce scoring pour améliorer l'expérience client sur le site de Massif et booster la conversion. Alors, l'idée, avant de passer la main à Antoine, c'est un des focus sur la data, c'est bien, le scoring, c'est très beau, mais l'idée, c'est vraiment amener de la performance incrémentale et de pouvoir définir les cas d'utilisation de cette data, des use cases précis et d'estimer la performance incrémentale. Donc, que ça soit sur le média où on va faire de l'A/B test pour améliorer les CPA ou les ROI, que ce soit sur le site, ce qu'on va vous montrer avec le Massif, donc des augmentations du taux de conversion sur le site, que ce soit en CRM, qui a des taux d'ouverture, des boosts des taux de conversion, etc. Alors, si on rentre un tout petit peu plus en détail sur la partie on-site, comment on peut utiliser ces données du Data Cloud pour l'activation. Alors, il y a plein de cas d'activation. Aujourd'hui, on ne va pas vous montrer tous les use cases possibles dans le secteur de l'assurance.
Mais l'idée, c'est d'utiliser cette donnée pour interagir proactivement sur le site ou personnaliser le contenu sur le site. Il y a différents formats qui sont disponibles. Aujourd'hui, on va se focaliser sur 2-3 use cases phares du secteur de l'assurance et vous montrer la mesure. Voilà. Donc, je vais passer la main. Alors, juste avant de passer la main, je vais juste une dernière slide sur l'approche qu'on a avec nos clients. Donc, en général, c'est de commencer avec un use case précis dans un canal. Je pense que le Graal, c'est pouvoir vraiment orchestrer une user journey omnicanal. Donc ça, c'est un des gros sujets chez Zeta, avec beaucoup de R&D, c'est de pouvoir partir d'une audience qu'on a créée dans Data Cloud en fonction de différents types de données, pouvoir orchestrer une expérience sur l'ensemble des canaux, que ce soit média, que ce soit sur le site ou que ce soit en CRM. Avant qu'on passe la main à Antoine, je ne sais pas s'il y a déjà des questions au niveau des participants. Il y a une question là. Jusqu'à combien de temps pouvez-vous remonter l'historique d'un visiteur? Alors, quand une personne en fait réalise une visite sur le site, on peut remonter jusqu'à 13 mois d'historique de session. Et ça, on suit en fait les bonnes pratiques de la GDPR. Et en fait, on peut remonter, quand on parle de prospects aux clients, on peut remonter, oui, jusqu'à 13 mois d'historique de session. Voilà. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Oui, alors, ça, je veux bien la prendre. Donc oui, effectivement, il s'agit des deux, hein, des clients et des… Donc la question, il faut lire la question parce que personne ne la voit, je crois. S'agit-il de clients, de prospects ou les deux? Comment exclure les clients? Donc, effectivement, il s'agit bien des deux. On va scorer l'ensemble des visites sur le site, que ce soit des prospects ou des clients reconnus. Et alors, pour exclure des clients, il y a différents moyens. Un des moyens le plus facile, je dirais, à implémenter, c'est via le tracking des campagnes email. Donc, dès que quelqu'un clique sur un email et arrive sur le site, on va capturer un paramètre de tracking et qui nous permet de savoir que cette personne provient du CRM. Ça, c'est facile à implémenter. Avec certains clients, ils sont capables de nous faire passer dans notre tag un ID client. Donc, on va pouvoir faire ces distinctions à ce moyen-là. Ou après, on peut aussi s'intégrer à des DMP. Donc, on va plugger le scoring à des DMP et lire des segments provenant d'une DMP. Donc, différents moyens en fonction de ce qui est disponible techniquement sur le site. Très bien. Donc, du coup, je vais passer la main à Antoine. Oui. Voilà, donc du coup, pour parler rapidement de la collaboration avec Massif, ça fait maintenant plus d'1 an qu'on collabore ensemble. On a lancé en fait un premier POC début 2019 et suite au succès du premier POC mis en place, l'objectif c'est d'évoquer potentiellement les next steps ensemble et également un élargissement du scope. Voilà, donc je laisse la main à Alors, comment la sauce secrète a fonctionné à la Massif? Déjà, je me suis présenté très rapidement tout à l'heure parce que je considère que tout le monde connaît la Massif, mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde. La Massif, c'est 5 millions de sociétaires, 6 milliards de chiffre d'affaires, une offre qui va de l'assurance auto, habitation dont on va reparler, à la finance, à l'épargne, à l'assurance santé. Et on a un site qui est un des sites les plus visités, les sites d'assurance les plus visités en France. Voilà. Donc on a énormément de trafic. Moi, je suis là pour optimiser ce trafic et en acquérir le plus possible, et puis que ça fasse du bon business, de la bonne prospection pour alimenter les forces commerciales en opportunités, en fait. Hein. Donc c'est ce qu'on appelle l'usine à lead. Voilà, vous voyez ce terme-là dans le slide. C'est l'usine à lead, c'est tous les ingrédients pour développer le nombre de contrats. Donc avec Ignition One, maintenant Zeta, le point c'était de
de transmettre le maximum de leads à ce qu'on appelle le massif direct chez nous. Le massif direct, ils sont chargés de traiter le flux digital. Voilà, donc en fait, on a des performances qui sont plutôt bonnes dans les tunnels et on cherchait le moyen avec de l'interactivité de cranter et de faire un peu plus de conversion, de ne pas laisser les internautes aller tout seuls jusqu'au bout parce qu'il y en a certains qui ne sont pas forcément complètement autonomes. Voilà, donc il fallait qu'on rajoute de l'interactivité, mais on voulait le faire intelligemment. Donc faire un truc qui soit plutôt smart et on s'est dit qu'on allait utiliser la data. Ce que nous a proposé Zeta nous a séduit. On s'est dit qu'on allait qualifier sur tout le site les meilleurs internautes pour les transmettre aux ressources commerciales qui savent vendre. Parce que lorsqu'on transmet un lead au massif direct, bon, allez, entre 30 ou 40% des cas, il y a une souscription derrière. Lorsqu'on laisse les gens aussi aller jusqu'au bout tout seuls, c'est pas ces mêmes ratios-là qui se passent. Donc il y a un enjeu aussi de faire grimper le taux de conversion. Il y a un enjeu aussi qu'on avait, c'était de ne pas surcharger les ressources commerciales. Voilà, il y a un nombre de conseillers qui est là et on n'allait pas envoyer tous les internautes avec un gros bouton affiché à tout le monde vers ce massif direct. Donc le fait qu'on puisse choisir les meilleures cibles, c'était vraiment quelque chose d'important pour nous. Voilà, donc on peut décrire maintenant, en passant au slide suivant. Tout à fait, oui. Alors, en fait, juste pour expliquer un petit peu à l'audience, concrètement, en fait, nous, on a posé un tag de data collection et un tag de conversion principalement sur les univers assurance auto et assurance habitation. On a mappé le site massif directement sur le live marketer. Donc, c'est la démo qu'a fait tout à l'heure Florian. Une fois que le mapping a été effectué, on a lancé l'algorithme et l'objectif, ça a été en fait de segmenter l'audience et identifier ensuite des prospects chauds ayant un score élevé, avec une forte proportion à la conversion, sans un parcours naturel, avec pour objectif du coup d'augmenter le volume de leads pour l'univers assurance auto et l'assurance habitation. Voilà, donc on a mis ça sur les deux plus gros tunnels du site massif.fr. Donc l'idée, c'était de valider ce fonctionnement par un pilote et de se servir des résultats pour pérenniser ou pas la solution. Donc assurance auto, assurance habitation, c'est nos deux offres phares. Donc on a posé la question tout à l'heure sur les clients et les prospects. Nous, notre point, c'était pas de toucher nos clients. Nous, notre usine à lead, elle doit se focaliser au maximum sur les prospects. Donc on a exclu autant que faire se peut les clients connectés, les internautes connectés de ce flux-là. Donc c'était vraiment important qu'on valide ce point-là. Donc on a installé ça, on va le voir juste après. Si tu passes le slide, Félix. Voilà. Donc l'idée c'était donc dans les tunnels, on a des gens qui ont un engagement très élevé. On a des internautes qui se baladent sur le site et qui ont, selon la RFM que décrivait Florian tout à l'heure, différents niveaux d'engagement mais plus légers. Et puis au milieu, un engagement moyen. L'idée c'était soit, si c'était un engagement léger, de les envoyer vers le tunnel pour augmenter la part de gens qui vont vers ces tunnels de vente, soit de les diriger directement vers le web callback, vers le massif direct qui traite ces prospects. Il y avait un petit jeu aussi avec l'ouverture et les horaires du massif direct. Lorsque c'était pas ouvert, on les envoyait vers le tunnel, et si c'était ouvert, bien sûr, on les dirigeait vers le web callback. Voilà, donc on va, à moins que tu souhaites préciser les choses, Félix, on passe au résultat. Non, tout à fait. C'est en fait l'objectif, c'était vraiment
déterminer ensemble 3 audiences. Et l'objectif, ça a été vraiment d'essayer de proposer des use cases adaptés à ces audiences. Donc, l'engagement moyen, typiquement, une fois de plus, voilà, l'objectif, c'est de driver, pas tout le monde une fois de plus, hein, mais des prospects avec un engagement moyen pour augmenter le volume de devis. À contrario, les personnes avec un score très élevé, on est beaucoup plus sur une logique de conversion parce qu'on va essayer justement d'amener ces personnes à convertir via le canal web callback. Voilà, donc du coup, la slide suivante, on va aborder un petit peu du coup les performances et résultats qu'on a observés lors de ce POC. Du coup, juste avant de te laisser la main, Antoine, pour que comprennent un petit peu nos participants, l'objectif, en effet, c'était de déclencher une interaction sur la base d'un centre d'intérêt, potentiellement assurance auto, assurance habitation. Mais le point qui est important, une fois de plus, c'est de dire que cette interaction, on l'a déclenchée, et c'est un peu là la force de l'algo, à environ 2,3 à 4,5% de l'audience prospect. Donc, principalement, les prospects très chauds, ayant un score qui est élevé, sans, j'ai envie de dire, comportement de transformation naturelle. Donc, l'objectif, c'était vraiment d'aller cibler finement les prospects pendant leur parcours avec un score élevé pour pouvoir les amener à convertir. Donc, il y a une question, est-ce Zeta ou Massif qui déclenchent les interactions, elles sont déclenchées par le score, et donc c'est Zeta qui, en fonction de ce score, demande l'affichage de la pop-up qu'on voit là dans les deux exemples, soit la pop-up de droite qui emmène dans le tunnel et on peut suivre le parcours de souscription, soit la pop-up de gauche, là, qui est un peu petite sur mon écran, mais où on rentre son numéro de téléphone pour être appelé immédiatement. Donc, si je suis là aujourd'hui, vous vous doutez que ça a marché, parce que sinon, on ne vendrait pas quelque chose qui n'a pas fonctionné. Mais là, voilà, ça a été au-delà de nos espoirs. On ne pensait pas avoir à vérifier ces chiffres-là, parce qu'on avait quand même fait des estimations. Regardez combien on pouvait tirer des volumes d'internautes qui passaient sur le site, sur les différentes pages, etc. Et sur l'automobile, on a constaté plus 19% de volume de leads sur le tunnel qui est le tunnel principal chez nous. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui a fonctionné. Donc la data sur des flux avec une bonne organisation et des conseillers qui savent vendre derrière, ben ça nous fait du business supplémentaire. Sur l'habitation, bon, on est à 2 chiffres quand même, c'est pas négligeable, hein. Vous qui travaillez votre conversion, vous qui allez chercher pourcent par pourcent, ben plus de 12%, c'est quand même des chiffres qui sont assez séduisants. Donc vraiment, on est content de cette expérience. Alors je vois qu'il y a une question en même temps. Qu'en est-il de la souscription en ligne? La Massif pousse-t-elle ce canal? C'est intéressant comme question parce que bon, il y a sûrement des assureurs dans l'assistance, mais vous savez que c'est compliqué de faire du full web dans le domaine de l'assurance parce que les gens ont besoin d'être assurés, de poser une dernière question, que nous, on a beau faire des beaux tunnels, prévoir toutes les informations, etc., travailler nos contenus, travailler notre wording pour que les gens comprennent. Il y a toujours des gens qui ont besoin d'avoir un humain. Et puis quand on est la Massif, c'est aussi important d'avoir une composante humaine dans tous les parcours. Donc on pousse pas spécialement ce canal. Si les gens arrivent à aller jusqu'au bout, tant mieux, mais on fait en sorte que tout soit possible en fait. La vérité, c'est que les gens choisissent, in fine, de finaliser au téléphone ou de passer en agence aussi. Voilà, alors la suite, qu'est-ce qu'on va continuer, oui, alors, Félix, Florian? Alors, juste un petit point aussi sur la partie donc résultats. En effet, on peut observer des résultats très intéressants au niveau d'augmentation du volume de leads pour les deux produits. Mais le point également qui est important, c'est qu'au travers de ce volume de leads, nous, ce qu'on est capable de faire également, c'est transmettre potentiellement le score de chaque converti
pour qu'ensuite le call center puisse potentiellement hiérarchiser, prioriser la phase de rappel. Antoine l'évoquait tout à l'heure, l'objectif, c'est pas de dégrader en fait et d'apporter des tâches supplémentaires aux téléconseillers, mais c'est vraiment de les aider en leur apportant du lead chaud, mais encore plus qualifié. Et c'est pour ça que je pense que c'est important aussi de suivre la qualité de ces leads jusqu'à la transformation finale. Et là, il y a une question là pour toi, Antoine, qui vient d'être posée. Avez-vous vu une amélioration de la transformation de ces 19 et 12% supplémentaires de leads? Donc, quelle est la qualité de ces en vente finale? Oui, alors on a drivé plus de leads vers notre plateforme Massive Direct qui traite les leads digitaux. C'est des super pros. Eux, ils transforment, c'est les plus hauts taux de transformation de toutes nos forces commerciales. Donc le fait de driver plus vers ces plateformes, moi j'ai une assurance de transformation supplémentaire. Ce qui nous reste à faire encore, c'est parfaire des mesures de qualité de la transfo, etc. On n'est pas allé complètement jusqu'au bout, mais voilà, en les envoyant vers cette plateforme alors qu'ils sont abandonnistes et qui sont en difficulté sur un parcours, pour nous, il n'y a pas de doute sur le fait qu'on transforme beaucoup plus cette matière-là. On a une autre question également. Alors, donc sur la Il y a que des ah bonnes oui, la questions. fameuse cannibalisation. Est-ce qu'il y a de la cannibalisation? Donc effectivement, ça, on a des tests qui nous prouvent que la cannibalisation est mineure. Et surtout, on a un cas d'usage qui est le plus important dans notre expérience, qui est le cas d'usage des abandonnistes qui n'étaient pas traités jusqu'à présent. Voilà, donc ça, c'est un flux qui n'existait pas. Donc il ne peut pas y avoir de cannibalisation sur ce flux-là. Donc c'est exactement comme vraiment, pour préciser ce que dit Antoine au sujet des abandonnistes, en fait, on déclenche également une interaction dans le funnel qui comporte une dizaine d'étapes pour souscrire une offre chez Massif. Et il s'est avéré en fait que ce use case fonctionnait très très bien parce que qui dit étape dit forcément déperdition. Et une fois de plus, quand on est dans le funnel, généralement, on a en effet besoin d'une dernière question, d'un contact humain avant la conversion. Et c'est vrai qu'en corrélant le score, donc l'engagement de ces personnes, parce que l'objectif, c'est pas de cibler tout le monde, mais corréler le score également avec un comportement d'abandonniste, on s'est rendu compte que ça performait. Donc, très bien dans le funnel de souscription, mais également en dehors du funnel. Après, juste pour compléter ça, aujourd'hui, de la cannibalisation, dire qu'en lançant un test avec nous, il n'y en aura aucune, ce serait faux. Il y a forcément un petit peu d'overlap, mais il suffit en fait d'observer potentiellement une augmentation du taux de conversion global, qui peut être un bon KPI à suivre, et bien sûr également des A/B tests pour prouver en fait le pourcentage d'incrémental qui a été en fait généré pendant le POC. Après, une fois de plus, voilà, il faut que à partir du moment où on peut auditer les leads, où on observe vraiment un vrai volume, on est capable de traquer la conversion, on est dans une logique de win-win, et c'est pour ça aussi qu'on échange aujourd'hui avec Antoine sur le sujet. C'est quelque chose qu'il faut suivre, évidemment, la cannibalisation dans une expérience comme ça. Donc, sur la suite qu'on s'est donnée, nous, l'analyse, au-delà des chiffres que tu montres là, ce qu'on a vu, c'est que c'était opérationnel plutôt rapidement. On a vu qu'on arrivait à sélectionner les prospects. Et donc, c'est vraiment dans nos objectifs d'être plus sur la prospection. Donc, c'est vraiment intéressant. On voit qu'on capte des gens qui seraient de toute façon partis du site. Et donc, capter cette donnée digitale, la traiter, alors que nous, on identifie les gens qu'en fin de parcours. Donc, c'est vraiment une plus-value de cette expérience. On voit aussi qu'on a, avec la collaboration avec les équipes étapes, plein de petits cas d'usage additionnels. Une fois que nous, on voulait tester vraiment sur le gros du business, voilà, auto-habitation, mais on voit que sur du churn, d'autres tunnels
des choses comme ça, on a du potentiel commercial additionnel, notamment dans des parcours qui sont pas du tout structurés, qui sont pas forcément beaucoup travaillés chez nous parce que il y a moins d'intérêt à dépenser de l'argent là-dessus parce qu'il y a un flux de business qui est pas le même que sur le cœur de métier. Donc on se dit qu'en installant cette solution sur des tunnels peu structurés, on peut récupérer aussi des internautes engagés. Donc maintenant on s'attaque à, au-delà de cette expérience, sécuriser administrativement, techniquement tout ça, poursuivre l'analyse stat, les A/B tests, la conversion de bout en bout. Donc ça, effectivement, c'est une très bonne question. Donc on a fait des A/B tests en gros. Maintenant, il faut affiner tout ça et aller jusqu'au bout, vérifier que les leads sont effectivement mieux transformés. Et puis, on prévoit assez vite de tester ça sur d'autres produits. Exactement. Donc, une belle roadmap de projet. L'objectif, c'est voilà, de potentiellement tester ça sur d'autres produits tels que potentiellement l'assurance santé, la complémentaire, voire également le taux de transformation. Pourquoi pas également évoquer l'utilisation du score plus à des fins médias pour potentiellement réduire le CPA dans Google et également dans Facebook. Voilà. On parle également d'un cadre juridique qui évolue et qui offre à la fois des opportunités mais également des menaces. On peut penser notamment à la résiliation. Donc, on a également évoqué une première roadmap avec Antoine sur le fait de comment essayer de freiner les personnes qui souhaitent résilier une offre dans l'assurance auto ou dans l'assurance habitation en fonction de comportements qu'on aurait pu identifier sur le site. Donc, quand je parle vraiment de comportement, ça reste bien sûr des personnes qui sont non connectées, qui ne sont pas loguées, sur lesquelles aujourd'hui vous avez peut-être moins de visibilité, vous ne savez pas forcément rattacher ce cookie à cette adresse email. Voilà, donc une belle roadmap en perspective et du coup une collaboration qui continue de durer. De Voilà, bien je l'espère. fonctionner. Voilà. Alors, oui, on peut répondre à des questions. Alexandra, tu nous dis si pour Zeta, peut-on gérer nos campagnes d'emailing? Oui, alors via notre plateforme, on a une solution d'emailing, donc un ESP qui est intégré, et on va pouvoir utiliser cette donnée dans cette solution d'activation, où on va pouvoir exporter aussi cette donnée dans une solution tierce d'emailing. Mais effectivement, Zeta, c'est 1500 employés au global. En fait, une grosse partie de notre activité aux États-Unis, par exemple, et sur cette partie emailing, ça représente plus de 60% de notre activité. Alors, moins connu sur la France, mais oui, c'est possible via notre solution. Donc en clair, oui, pour finir là-dessus, on peut vraiment à la fois capter de l'email, donc convertir des prospects en récupérant potentiellement leur email et générer ce qu'on va appeler des conversions incrémentales, mais également à présent pouvoir opérer des campagnes d'emailing via notre SP. On a une autre question. Est-ce que Zeta est capable de gérer la prise de rendez-vous dans sa popping callback? Ouais, je voulais répondre aussi un peu, ça relate un peu l'autre question qui gère l'interaction. Là, dans le cas de Massif, c'est nous qui avons, c'est Zeta qui a créé l'interaction, ce qu'on fait à 95% avec nos clients. Ça nous permet d'aller très très vite dans le déploiement de la solution et de ne pas dépendre de l'IT. Donc, c'est nous qui déclenchons l'interaction, c'est nous aussi qui gérons et qui optimisons cette interaction. Et on s'intègre avec l'écosystème du client via, en général, des connexions API en temps réel et des web services. Dans le cadre de Massif, par exemple, ça a été Genesis. Ouais. On peut s'interfacer également avec des solutions comme iAdvice, comme Vocalcom, voilà, avec la plupart des acteurs qui proposent des API. Dans d'autres secteurs, ça peut être du Salesforce, où on capture le lead, on l'envoie directement dans CRM. Donc ça, on est assez flexible. Voilà. Ça nous permet d'avancer vite dans le déploiement de la solution. Oui.
Et enfin, juste pour répondre à la question, donc on peut faire à la fois du déclenchement d'interaction synchrone, donc la personne laisse ses coordonnées et rappeler directement en live, ou soit du asynchrone, donc on est plus sur une logique de prise de rendez-vous. Voilà, on s'interface très bien avec les deux. Question. Quid de votre solution dans un environnement cookie-less. Je la laisse à Florian. Merci. Non, alors après, je pense que alors, nous, par défaut, on implémente un tag third party donc, qui appelle sur le site de Massive, ça appelle le nom de domaine Zeta. Avec beaucoup de nos clients, là, on a des réflexions sur passer sur un first party cookie qui est moins bloqué par les navigateurs. Donc ça, je pense qu'on va avoir une tendance, même si on fait avec moins de 10% de nos clients. Pour l'instant, je pense que dans les mois à venir, on va voir un switch du third party cookie à un tracking first party donc moins bloqué. Après, nous, le gros chantier qu'on a surtout enfin, qui est prêt aux États-Unis, qu'on est en train de déployer en Europe, c'est ce qu'on appelle Identity Graph. Donc, c'est de pouvoir associer un profil CRM chez Zeta, donc avoir derrière un email, un nom, un prénom et d'autres données CRM, pouvoir associer plusieurs cookies ou plusieurs machines en fonction de différents IP. Alors, c'est très opérationnel aux États-Unis. On a plus de 260 millions de profils reconnus. En tout, on a 1,5 milliard de profils en base. C'est un peu plus compliqué en Europe, avec le GDPR, mais c'est un gros sujet pour nous cette année et en 2021, accélérer sur cette identité-là. Alors, une autre question, est-il possible de tenir compte du levier d'acquisition SIA dans le calcul du score et en privilégier certains? Donc oui, effectivement, on peut faire le suivi du referral. Ça peut être quelqu'un qui provient du SIA ou naturel, d'un référencement naturel ou du trafic direct, etc. Donc ça, on récupère le referrer et on récupère aussi les trackings de campagnes médias via des façon d'utiliser Google Analytics avec des UTM, etc. Donc toute cette donnée, on la récupère, on peut l'intégrer au scoring. Ça va nous permettre de pondérer certains facteurs de notre algorithme plus que l'autre en fonction du referral, donc du mot-clé SIA, mot-clé SEO quand c'est transmis par Google, etc. Effectivement, quelqu'un qui a assurance auto qui arrive sur le site, on va le pondérer à la hausse dans la catégorie, par exemple. Ou en fonction même du type de mot-clé qu'il aurait tapé, on pourrait donner plus de points sur un engagement supérieur. D'autres questions? Je ne sais pas si on a d'autres questions. Ah. Pas d'autres questions. Pas d'autres questions. Voilà, il semblerait qu'on ait tout couvert. Oui, absolument, tout, 100%. 100%, on a tout, aucun oubli. Tout digital. Voilà. Bon, en tout cas, on tenait à remercier tous les participants pour cette première session de webinaire dédiée à l'assurance. On va revenir dans les prochains jours avec l'enregistrement, si vous voulez le revoir, du webinaire, ainsi qu'également le deck de présentation. Et puis, on espère tout simplement vous revoir très bientôt et participer également aux futurs webinaires qu'on organisera. On vous remercie tous. Merci beaucoup. Et puis, écoutez, portez-vous bien pendant cette période un peu complexe et compliquée qui touche chacun. Merci. Merci à tous. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.